Je m'appelle Victoire Monsieur Laurent et j'ai 28 ans. Jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir ma vie bien en main. Je travaillais dans le développement informatique, je vivais dans un petit appartement confortable et je sortais avec Nicolas depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés au mariage d'un ami commun, tissant des liens en nous moquant des choix musicaux désastreux du DJ, des cocktails hors de prix et en partageant ce genre de rire facile qui vous fait croire que le destin a un meilleur timing qu'il ne l'est en réalité. Nicolas était le genre d'homme que l'on remarquait. Un sourire franc, un humour vif, toujours habillé comme s'il était attendu quelque part de plus important par la suite. Il travaillait dans la communication, voyageait pour des campagnes publicitaires, et avait ce don de vous faire sentir comme la seule personne dans la pièce lorsqu'il vous regardait. Le problème, que j'ai découvert trop tard, c'est qu'il donnait cette impression à tout le monde. Les premières fissures sont apparues aux alentours de Noël. Des petites choses au début. Il consultait son téléphone pendant le dîner, riait de messages qu'il ne me montrait pas, annulait nos projets à la dernière minute pour des urgences professionnelles qui ne semblaient jamais assez précises pour être réelles. J'ai ignoré tout cela. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Les relations traversent des phases. Le travail devient prenant. Les gens sont fatigués. Un soir, début janvier, je lui ai préparé ses pâtes préférées de A à Z. Il m'a envoyé un message à 19h pour me dire qu'il serait en retard, puis un autre à 20h, et enfin à 21h30 pour m'annoncer qu'il était épuisé et qu'il allait rentrer directement chez lui. J'ai mangé seul sur le comptoir de la cuisine, j'ai mis les restes dans des Tupperware, et je me suis dit que l'amour ressemblait parfois à de la patience. Avec le recul, je n'étais pas patiente. Je cherchais des excuses à un homme qui m'avait déjà quitté émotionnellement et qui n'avait simplement pas encore fait ses valises. Puis est arrivé le 10 février. Je faisais du télétravail, mon ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine, quand j'ai entendu la voix de Nicolas s'échapper de la chambre. Il était au téléphone et ne s'était probablement pas rendu compte que j'étais rentré après avoir sorti les poubelles. La porte était entr'ouverte. La Saint-Valentin, a-t-il dit en riant doucement. Ouais, elle me lance des perches depuis des semaines. Je sais exactement ce qui va se passer. Ma main s'est figée sur le sac de course. Je vais la laisser organiser son grand dîner romantique, a-t-il continué. Attendre qu'elle sorte la bague, et puis simplement dire non. Mon Dieu, tu imagines sa tête? Pendant un instant, je n'arrivais plus à respirer. Il a ri de nouveau, un rire léger et cruel. Le meilleur, c'est qu'elle sera trop humiliée pour faire un scandale. Donc, elle paiera probablement l'addition et partira. Je pense à ce nouveau restaurant étoilé en plein centre-ville, celui avec le menu dégustation. Autant finir en beauté, non? Je suis resté planté dans le couloir, les doigts agrippés à l'encadrement de la porte. Puis il a prononcé la phrase qui a glacé quelque chose en moi. De toute façon, j'ai déjà quelqu'un d'autre en vue. J'aurais dû entrer. J'aurais dû exiger des explications, l'obliger à me le dire en face, le regarder se décomposer. Au lieu de cela, je suis resté là à écouter l'homme que je pensais épouser planifier mon humiliation publique comme s'il s'agissait du lancement d'une campagne marketing. Non, je ne suis pas cruel, a-t-il dit. Je suis pragmatique. Notre relation est arrivée à son terme. Elle est gentille, mais ennuyeuse. Trop prévisible. Honnêtement, je peux trouver mieux. Ennuyeuse. Prévisible. Peux trouver mieux. J'ai reculé silencieusement, posé les courses sur le plan de travail, attrapé mes clés et je suis parti. J'ai roulé pendant 2 heures sans destination, pour finalement me garer près du lac du Bois de Vincennes alors que le ciel devenait gris. Mon téléphone n'a cessé de vibrer, c'était Nicolas qui appelait. Il se demandait probablement où j'étais passé. Il était probablement agacé que je ne sois pas disponible pour qu'il me mente à l'heure prévue. Je n'ai pas répondu. Quand je suis rentré ce soir-là, il dormait. Je me suis allongé à côté de lui en fixant le plafond, me remémorant chaque mot. Le pire, c'est que j'avais vraiment envisagé de le demander en mariage. Pas forcément le jour de la Saint-Valentin, mais bientôt. Ma mère m'avait offert la bague de fiançailles de ma grand-mère, un simple anneau en or avec un petit diamant. Je la gardais dans ma voiture depuis 2 semaines, attendant le bon moment. À présent, tout ce que je voyais, c'était Nicolas en train de rire au téléphone, transformant la chose la plus vulnérable que je pouvais lui offrir en un simple divertissement. Au matin, j'avais pris ma décision.
Je suis allé travailler comme d'habitude, je suis rentré comme d'habitude. Nicolas était sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone, regardant à moitié une émission de télé-réalité. « Où avais-tu disparu hier » a-t-il demandé sans lever les yeux. J'avais juste besoin de me vider la tête, des histoires de boulot. Puis il a souri. Écoute, pour la Saint-Valentin, ce nouveau restaurant gastronomique, le Meurice, j'ai réservé. 20 heures. Mais la robe noire. Je lui ai rendu son sourire. Ça a l'air parfait. Ses yeux se sont levés vers moi. De la suspicion ou de la satisfaction? Je n'aurais su le dire. Ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais super bien, ai-je répondu, vraiment hâte d'être à vendredi. Les jours suivants m'ont paru surréalistes. Je l'embrassais pour lui dire au revoir, je répondais à ses messages, je le laissais croire que je ne savais rien. Le jeudi soir, j'ai appelé Laure, sa meilleure amie. Elle et moi nous étions toujours bien entendus. Elle était directe, loyale, et m'avait dit un jour que j'étais la première femme sérieuse que Nicolas n'avait pas réussi à saboter. Sais-tu ce que Nicolas a prévu pour demain, ai-je demandé. Un long silence. Victoire, tu devrais lui parler. Je l'ai surpris au téléphone. Je sais qu'il s'attend à ce que je le demande en mariage pour pouvoir me rejeter et me faire payer le dîner. Silence. Puis la voix de Laure a baissé. Je lui ai dit que c'était cruel. Il n'a rien voulu entendre. Alors tu savais. Je suis désolé. Il a dit qu'il voulait en finir mais qu'il ne voulait pas avoir le mauvais rôle. Il s'est dit que si tu le demandais en mariage et qu'il disait non, les gens penseraient que tu avais trop forcé les choses. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. M'y présenter, ai-je répondu, pile à l'heure. Le vendredi est arrivé avec un calme étrange, presque paisible. J'ai passé la journée à suivre ma routine habituelle, comme si je regardais quelqu'un d'autre vivre ma vie. J'ai répondu à des messages professionnels, revu du code, et assisté à une réunion où personne n'a remarqué que j'avais déjà mis fin à ma relation dans ma tête. En fin d'après-midi, j'ai fermé mon ordinateur, pris une douche et enfilé la robe noire que Nicolas m'avait demandé de porter. Avant, cette robe me faisait me sentir belle. Ce soir-là, elle m'a fait l'effet d'une armure. Avant de partir, j'ai ouvert la petite boîte dans mon tiroir et j'ai regardé la bague de ma grand-mère une dernière fois. Je ne l'ai pas prise avec moi. Nicolas ne méritait pas de la voir. Il ne méritait pas de savoir à quel point j'avais été proche de lui offrir quelque chose de si sacré. J'ai appelé le restaurant avant de partir et j'ai demandé le gérant. J'en ai expliqué suffisamment, sans entrer dans les moindres détails, juste que je partirais séparément et que je ne serais pas responsable de la commande de mon petit ami. Le gérant est resté silencieux une seconde, puis a dit « Je comprends. Nous ferons en sorte que les additions soient séparées. » Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant à l'idée qu'un inconnu me prenne plus au sérieux que l'homme que j'aimais. Je suis arrivé au Meurice à 20 heures tapantes. Nicolas était déjà installé à une table dans le coin, la lumière de la bougie se reflétant sur les bords de son verre de vin. Il était beau, incroyablement beau, dans cette veste bleu marine que je l'avais aidé à choisir quelques mois auparavant. Quand il m'a vu, il a souri comme un homme qui assiste à une pièce de théâtre dont il connaît déjà la fin. « Tu es magnifique », a-t-il dit. « Toi aussi », ai-je répondu en m'asseyant en face de lui. Il a ri doucement. « Grande soirée, hein ?» Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Très grande. Le serveur s'est approché. Nicolas a commandé un autre verre de vin et a commencé à lire le menu dégustation comme s'il narrait une émission de voyage de luxe. Confit de canard, noix de Saint-Jacques poêlée, un dessert avec de la feuille d'or comestible. Il avait l'air presque euphorique, et j'ai réalisé avec un petit haut le cœur qu'il n'était pas excité par la nourriture. Il était excité par le moment qui, croyait-il, approchait. Mon humiliation était le véritable plat principal. À la moitié de son monologue, j'ai glissé la main dans mon sac et j'ai posé un petit mot plié sur la table entre nous. Nicolas s'est arrêté au milieu de sa phrase. « Qu'est-ce que c'est ? » Quelque chose que je voulais t'offrir ce soir. Ses yeux se sont illuminés avant qu'il ne puisse le cacher. Il pensait que c'était le grand moment. Il pensait que j'avais apporté la bague. Il pensait que j'allais lui offrir l'occasion parfaite d'avoir l'air tragique et noble pendant que mon cœur se brisait. Il a déplié le mot lentement, presque théâtralement.
Puis son visage a changé. Le mot disait, j'ai entendu ton appel téléphonique du 10 février, chaque mot. Je sais ce que tu avais prévu pour ce soir. Je ne te demande pas en mariage, je ne paie pas l'addition. C'est terminé entre nous. Profite bien du canard. Il est devenu livide. Victoire, a-t-il murmuré. Attends. Je me suis levé, lissant le devant de ma robe. Non. Tu m'as entendu? Oui. C'était. Je veux dire, tu ne comprends pas. J'en ai assez compris. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, soudain conscient des tables voisines. Je t'en prie, assieds-toi. Tu voulais faire une scène, ai-je dit calmement. Je refuse simplement de jouer mon rôle. Sa voix a baissé, paniquée à présent. C'était une conversation stupide. Je me défoulais. Tu prévoyais de m'humilier. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as fait une réservation. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Les gens autour commençaient à remarquer notre manège. Le serveur restait à une distance respectueuse, faisant semblant de ne pas écouter. Nicolas s'est penché en avant. Tu me laisses sérieusement en plan ici pour un seul coup de téléphone? Un coup de téléphone où tu m'as traité d'ennuyeuse, de prévisible, et où tu as dit que tu pouvais trouver mieux. Son regard a vacillé. Il se souvenait de chaque mot. Non. J'ai ramassé mon sac à main. Alors, va trouver mieux. Victoire, ne me fais pas passer pour le méchant. Ça m'a presque fait rire. Nicolas, tu t'en es très bien chargé tout seul. Puis je suis sorti. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas retourné. Mes mains tremblaient lorsque j'ai atteint ma voiture, mais ce tremblement donnait l'impression que mon corps relâchait enfin quelque chose qu'il avait retenu depuis trop longtemps. Mon téléphone a explosé de notifications avant même que je quitte le parking. Nicolas appelait encore et encore. Message après message. Tu m'as mis la honte. S'il te plaît, reviens. Tu as mal compris. C'est de la folie. Je l'ai bloqué. À 22h ce soir-là, Laure a appelé. Il est en train de perdre la tête, a-t-elle dit doucement. Il m'a appelé en pleurs, en disant que tu l'avais humilié. Il avait tout planifié. Je sais. Je ne le défends pas. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais bien, ai-je dit. Et étrangement, je le pensais vraiment. Laure a soupiré. Pour ce que ça vaut, tu as géré ça mieux qu'il ne le méritait. Il dit déjà aux gens que tu as réagi de façon excessive, mais je remets les pendules à l'heure. Merci. Il ne t'a jamais mérité, Victoire. Je suis resté dans ma voiture pendant un long moment après ça, fixant l'entrée du restaurant, me demandant si le chagrin était censé être aussi net. Je pensais que je serais brisé. Au lieu de cela, je me sentais vide, mais d'une manière qui laissait de la place pour respirer. Le lundi, Nicolas s'est présenté à mon appartement. Je l'ai regardé à travers le Judas frapper, attendre, puis frapper à nouveau. Il avait l'air différent sans son assurance. Pas de coiffure parfaite, pas de sourire charmant, juste un homme face à des conséquences qu'il n'avait pas prévues. Pendant une seconde dangereuse, j'ai failli ouvrir la porte. Puis il a glissé une lettre manuscrite en dessous et est parti. Je l'ai lu une fois. C'était moitié des excuses, moitié des justifications. Il prétendait m'avoir testé. Il affirmait qu'il voulait voir si j'allais me battre pour lui. Il a dit que Laure avait mal compris. Il a dit que l'on dit des choses stupides quand on se sent pris au piège. Il a dit qu'il m'aimait. Pas une seule fois il n'a dit la vérité, qu'il voulait me blesser suffisamment pour que me quitter soit facile. J'ai déchiré la lettre en deux, puis encore en deux, et encore, jusqu'à ce que ce ne soit plus que des bouts de papier sans queue ni tête. Une semaine après la Saint-Valentin, je suis tombé sur une collègue de Nicolas dans un café près de mon bureau. Elle s'appelait Amélie. Je l'avais rencontrée à quelques reprises lors d'événements d'entreprise, toujours amicale, toujours prudente, comme le sont les gens lorsqu'ils en savent plus qu'ils ne le devraient. Elle m'a vu attendre ma boisson et a eu l'air de vouloir disparaître sous terre. « Victoire » a-t-elle dit doucement. « Est-ce que je peux te parler une seconde ?» Je savais déjà, d'une manière ou d'une autre, que ce qu'elle allait dire n'allait pas être agréable. Elle m'a prise à part, près de la fenêtre.
Je ne sais pas si quelqu'un te l'a dit, mais Nicolas fréquente quelqu'un depuis janvier. Une femme de son cours de yoga, Chloé. Tout le monde au travail savait plus ou moins qu'il voyait quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas comment t'en parler sans m'en mêler. Ce prénom m'a fait un effet étrange. Pas comme un coup de poignard, plutôt comme une pièce de puzzle manquante qui se mettait enfin en place. Chloé, ai-je répété. Amélie a hoché la tête, le visage rongé par la culpabilité. Il parlait de toi comme si tu étais un choix pratique, rassurant, comme si tu étais là en attendant qu'il découvre ce qu'il voulait vraiment. Je suis désolé. Nous pensions tous que tu méritais mieux. Pratique. Ce mot m'a hanté pendant des jours. Il expliquait tout. Les appels téléphoniques, les dîners annulés, la façon dont Nicolas semblait agacé par mon amour plutôt que reconnaissant. Son plan pour la Saint-Valentin n'avait jamais été motivé par la peur de l'engagement. C'était une stratégie de sortie. Si je le demandais en mariage et qu'il me rejetait publiquement, il pouvait me faire passer pour une fille intense, désespérée, beaucoup trop sérieuse. Il pouvait partir sans avoir le mauvais rôle, mais les méchants détestent être démasqués. 3 semaines plus tard, Laure m'a envoyé un message. Je me suis dit que tu devais savoir. Nicolas et Chloé ont rompu. Apparemment, elle voyait aussi quelqu'un d'autre. Le karma est étrange. J'ai fixé le message, m'attendant à ressentir de la satisfaction. Je n'ai rien ressenti au début. Puis un petit soulagement silencieux. Non pas parce qu'il était blessé, mais parce que sa grande évasion s'était transformée exactement en ce sur quoi elle avait été construite. De l'égoïsme, des mensonges, et des gens qui s'utilisent mutuellement jusqu'à ce que plus personne ne fasse confiance à personne. Laure a envoyé un autre message 1 heure plus tard. Il m'a demandé si tu serais prête à lui parler. Je lui ai dit que tu étais passé à autre chose. J'espère que ça te va, ai-je répondu. Plus que parfait. 1 mois plus tard, j'ai croisé Nicolas au supermarché. Il était au rayon fruits et légumes, l'air fatigué, tenant un sac de pommes comme s'il avait oublié pourquoi il les avait prises. Il m'a vu et s'est figé. Pendant une seconde, nous nous sommes simplement dévisagés entre les oranges et les salades. L'ancienne moi aurait peut-être ressenti une douleur vive. De la colère, du désir, de la satisfaction, mais je n'ai vu que quelqu'un que j'avais connu. J'ai pris mes pommes et je me suis éloigné. Je ne vais pas prétendre que toute cette histoire ne m'a pas chamboulé. C'est le cas. Pendant un temps, j'ai tout remis en question. Je me suis demandé si je n'avais pas vu les signes parce que je voulais trop croire en lui. Je me suis demandé si j'aurais dû le confronter au moment même où j'avais entendu cet appel. Je me suis demandé si le fait de quitter le restaurant faisait de moi quelqu'un de cruel, mais à chaque fois que le doute s'installait, je me souvenais de son rire. Pas d'abord de ses mots, mais de son rire. Sa légèreté. L'excitation d'imaginer mon visage lorsqu'il m'humilierait. Certaines personnes ne méritent pas le privilège de s'expliquer après vous avoir déjà montré exactement qui elles sont. J'ai commencé une thérapie 2 semaines après la fin de tout cela. Au début, je détestais le dire à haute voix. Mon petit ami prévoyait de me laisser le demander en mariage pour pouvoir me rejeter et me faire payer le dîner. Cela semblait absurde, presque trop dramatique pour être réel. Mais ma psy n'a pas ri. Elle a simplement demandé, qu'est-ce que ce moment vous a appris sur ce que vous n'accepterez plus jamais? Cette question est devenue une porte de sortie. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation. Je suis allé à des brunchs que je séchais auparavant parce que Nicolas trouvait ça ennuyeux. Je suis resté tard lors de soirées jeux de société. J'ai recommencé à cuisiner, pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour inciter quelqu'un à rester, mais parce que j'aimais le rythme qui consistait à hacher de l'ail, à faire bouillir des pâtes, à me préparer un bon plat chaud. Ma mère a fini par me poser des questions sur la bague. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle m'a juste prise dans ses bras et m'a dit, tu la donneras à quelqu'un qui comprend ce qu'elle signifie. La bague est de retour dans son coffre-fort maintenant. Je ne voulais plus la trimballer avec moi comme une question sans réponse. Chaque année, le 14 février, je m'offre un dîner dans un bel endroit. Je commande exactement ce dont j'ai envie. Je paie ma propre addition. La première fois, je pensais que ce serait triste. Ce ne fut pas le cas. J'ai eu l'impression de me réapproprier un espace où quelqu'un avait autrefois prévu de me rabaisser. L'année dernière, je suis allé dans une bonne brasserie à viande,
j'ai commandé une entrecôte saignante avec des frites à la truffe, et je me suis assise au bar pour parler de tout et de rien avec le barman. Cette année, je pense manger italien. Peut-être les mêmes pâtes que j'avais préparées le soir où Nicolas m'a posé un lapin. Mais cette fois-ci, je pourrais vraiment les savourer. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, l'amour ne devrait jamais ressembler à une scène de théâtre où quelqu'un d'autre attend que vous vous ridiculisiez. L'amour doit être un refuge, et à l'instant où il se transforme en piège, vous avez le droit de partir avant que le rideau ne se lève.